la phase de la prise en charge orthopédique, suivie de l'appareillage, bien adapté, qui maintient une bonne position, il suffit la fonction. La chirurgie, elle intervient au complément non volé de la physiothérapie et de l'appareillage, et enfin les aides techniques qui peuvent compenser les incapacités et réduire l'handicap. Donc la prise en charge doit être adaptée au type de la pathologie et modulée en fonction de l'évolution et des possibilités du patient par des bilans cliniques et radiologiques réguliers. Le bilan clinique, il permet d'évaluer l'importance de l'atteinte, de préciser les objectifs de la prise en charge orthopédique et enfin de suivre l'évolution de la maladie. Donc il faut commencer par un bilan de la douleur, il faut préciser l'intensité de la douleur, le siège de la douleur, sa durée, le type de la douleur. Il faut faire un bilan de profil afin d'apprécier les lésions cutanées, surtout au niveau des points d'appui. Il faut rechercher les troubles vasomoteurs qui peuvent être propres à certaines maladies neuromusculaires et en même temps générateurs des troubles de profil. Faire un bilan articulaire. Le bilan articulaire doit être fait en passif et en actif si c'est possible. Il permet d'évaluer l'importance de la multiplicité des erreurs, des rétractions, des limitations des amplitudes articulaires, des actions vicieuses et des déformations. Ce bilan articulaire concerne toutes les articulations et surtout le temps. Faire un bilan musculaire. Le bilan musculaire précise et évalue l'intensité du déficit. Il peut être fait d'une façon analytique globale, d'une façon analytique par le testing musculaire, sinon par le dynamomètre. Faire un bilan fonctionnel, c'est l'anticapométrie. Il y a plusieurs échelles d'évaluation pour évaluer le retentissement sur les activités de la vie quotidienne. Et enfin, faire un bilan cardio-respiratoire, apprécier l'obliation thoracique, voir s'il n'y a pas une respiration paradoxale, la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire. Après le bilan clinique, on fait un bilan radiologique. Ce bilan radiologique permet de mesurer les déformations osseo-articulaires, en particulier chez l'enfant un défaut de centrage des hanches, et bien sûr calculer les déformations rachidien, notamment les scolioses. Ce bilan radiologique permet aussi d'évaluer les corrections de ces déformations, une fois qu'on les a mesurées, et peut aussi visualiser certaines minéralisations. Ici, donc, on a le bilan articulaire et le bilan musculaire qui permet d'apprécier la déformation thoracique chez une location qui présente une CMT. Donc là, on remarque la déformation du thorax embréché. Là, sur cette diapo, c'est un patient de 15 ans qui est suivi chez nous pour une dystrophie musculaire progressive d'Ischel, qui a 15 ans, donc on remarque la scoliose. Là, le bilan articulaire et musculaire nous permet d'objectiver chez une fillette de 2 ans qui présente une dystrophie musculaire congénitale, donc la scoliose, avec les sécurités du bassin. Sur cette diapo, c'est un enfant de 4 ans qui présente une amyotrophie spinale progressive. On voit donc l'attitude en psychose. Ici, le bilan musculaire. Ici, le bilan musculaire et articulaire d'une neuropathie sensitivomotrice type CMT. C'est un patient de 15 ans. Le bilan donc, nous permet d'apprécier l'irréductibilité de ces déformations de pied. Le patient marche carrément sur la face dorsale de ses pieds. Là, c'est un bilan musculaire et articulaire chez un patient de 12 ans qui présente une CMT. Donc là, on remarque la déformation thoracique embréchée. Donc la flexion de hanche, la flexion de genoux avec le valgus des pieds. Et au membre supérieur, on voit l'attitude en flexion des poignets qui est due à un déficit des extenseurs de ces poignets. Là, c'est le bilan radiologique, c'est la petite fille qu'on a vue tout à l'heure qui présente une DLC, c'est la radio de la petite, donc en objectif de la scoliose toute petite, elle a 2 ans, et le bilan radiologique, donc en objectif de la scoliose dorsolampaire du côté, et une luxation bilatérale de ses hanches. Donc la prise en charge, comme je l'ai dit tout à l'heure, la kinésithérapie prévient et empêche les rétractions musculo-tendineuses, préserve l'autonomie pour un meilleur confort possible, doit être faite sans douleur, ni stress, ni fatigue. Donc là, c'est le protocole de rééducation. Il faut commencer par des massages pour le respect des contracturants, antalgiques et
l'accent. Faire de la physiothérapie, on peut procéder avec l'infrarouge, surtout l'électrothérapie pour son effet antalgique et trophique. On peut aussi donc faire de la balnéothérapie pour son effet, le travail en apesanteur. Faire des mobilisations passives par des étirements et postures qui luttent contre l'enraidissement et les rétractions et préservent la fonction. Les mobilisations actives doivent être faites sans douleur avec un temps de repos suffisamment long. Le travail actif en résistance reste controversé vu la fatigue du patient. Là, c'est le travail de verticalisation et le travail de la marche. Le travail de verticalisation et le travail de la marche permet un entretien orthopédique des membres inférieurs et il maintient de la statique rachidienne. Après la kinésithérapie, c'est l'appareillage. L'appareillage, il est souvent utilisé chez l'enfant pour favoriser une croissance la plus harmonieuse possible. Au membre inférieur, on a donc des orthèses d'immobilisation et de posture. Ça peut être des orthèses de nuit, comme ça peut être des orthèses de jour. Des fois, pour pallier, par exemple, un déficit des releveurs, on procède à des attelles avec système de releveurs. On procède aussi à des orthèses de verticalisation. Au membre supérieur, on utilise toujours des orthèses de posture et de fonction. Au niveau du rachis, pour lutter contre l'effondrement et la déformation rachidienne, le conseil le plus utilisé pour les scolioses évolutives neurologiques, c'est le conseil de Berchois. Là, c'est un amyotrophie, comme on l'a vu tout à l'heure, il a 4 ans, il présente une amyotrophie spinale progressive. Donc là, c'est les orthèses de nuit, de posture, avec un conseil de maintien. La chirurgie. La chirurgie, elle est indiquée lorsque la kinésithérapie et l'appareillage ne contrôlent plus la progression de la déformation. La chirurgie du rachis permet un redressement et une stabilisation du rachis et limite les conséquences respiratoires. Donc, chez les tout petits, avant la fin de croissance, on peut faire des instrumentations sans arthrodèse et à la fin de la croissance, on peut procéder à des arthrodèses. Actuellement, chez le Duchenne, le traitement du rachis, c'est l'arthrodèse qui se fait de plus en plus précocement vers l'âge de 13 ans pour limiter surtout les problèmes respiratoires. La chirurgie des membres inférieurs, donc ça peut toucher la hanche, les genoux, mais beaucoup plus les pieds. On peut procéder donc, quand les déformations sont réductibles, à des téléotomies, des ostéotomies. Quand les déformations sont peu réductibles, on peut être amené à faire des tersectomies. Mais quand les déformations sont très peu réductibles, en fin de croissance, on est amené à faire des arthrodèses, médiotarsiennes, psychotarsiennes, des fois on fait les 2 arthrodèses. La chirurgie des membres supérieurs reste par contre très rare. Donc là, c'est des pieds creux varus bilatérales d'un patient qui présente une CLT qu'on a confiée à la chirurgie pour faire des ostéotomies avec des tarsectomies. Les aides techniques compensent les incapacités motrices, participent à la restauration d'autonomie. Ce qu'on utilise le plus souvent, c'est les fauteuils roulants manuels et, si c'est possible, les fauteuils roulants électriques. Je conclus en disant que la complexité des atteintes neuro-orthopédiques dans les maladies neuromusculaires nécessite une approche pluridisciplinaire qui doit être précoce, permanente et personnalisée afin de procurer aux patients le meilleur confort de vie possible.